4h30, 5h30, la nuit blanche de Fréquence Protestante. Bonsoir Mathilda. Bonsoir Pierre. Comment allez-vous ? Ça va bien, et vous ? Ça va, je vous remercie. C'est quoi la nuit pour vous ? La nuit, c'est le répit. La nuit, c'est la croissance. On sait que quand on est enfant, plus on dort, mieux on grandit. La nuit, c'est aussi l'endroit où... ça me rappelle Mère Teresa qui disait que quand elle avait une problématique à résoudre, le soir avant de s'endormir, elle demandait aux anges de la nuit de lui apporter la réponse. Et je fais ça régulièrement. En réalité, on questionne l'inconscient qui sait, qui détient beaucoup d'informations et souvent des solutions. Et il m'arrive de poser la question au coucher, de savoir quelle solution, comment résoudre telle question. Et le matin, au réveil, d'avoir la réponse. Vous rêvez beaucoup ? Je crois que tout le monde rêve beaucoup, sinon on deviendrait fou. C'est d'ailleurs une technique de torture que d'empêcher les gens de dormir, justement. Je crois que ça rend fou. Donc oui, je dois rêver comme tout le monde beaucoup. Je me souviens d'aucun rêve, hélas. Sans indiscrétion, quelle est la plus belle nuit de votre vie ? C'est celle qui est pleine de promesses. Une nuit où on sait que le lendemain, il va se passer quelque chose de merveilleux, qu'on va se réveiller plein d'envie et qu'on a hâte que cette nuit arrive à son terme. Se coucher dans cet état, je trouve que c'est une chance, un privilège immense que j'ai, puisque ça m'arrive régulièrement de m'endormir en me disant vivement demain. Ça, c'est vraiment le privilège des gens qui ont la chance de pouvoir faire un métier qu'ils aiment, par exemple. Et vous vous souvenez d'une nuit, mais d'une vraie nuit, où vous vous êtes dit au petit matin, j'aurais aimé que cette nuit n'existe pas. Oui, bien sûr. La plupart des gens disent ne pas avoir de regrets. Moi, j'en ai. Il y a des nuits en mauvaise compagnie. Ça arrive. On peut être en mauvaise compagnie avec soi-même. Aussi. On peut avoir des nuits. J'ai eu des grandes périodes d'insomnie, par exemple, où la nuit devient un cauchemar. Bon, c'est passé, heureusement. Il y a des nuits où les angoisses sont décuplées. On sait que la nuit, les pensées noires sont aussi très présentes, plus présentes probablement que la journée, où on arrive à, dans l'action, mettre de côté certaines choses. Et la nuit, tout ce qu'on a mis de côté la journée ressurgit, reprend toute sa pleine place. Et c'est l'endroit aussi des grands questionnements et parfois des grandes angoisses. William Scheller m'avait dit un jour, ma grande surprise, il m'avait dit qu'il ne pouvait composer que à la lumière électrique, qu'il ne peut rien faire de créatif à la lumière du jour. Comment il faut vous imaginer la nuit quand vous avez des obligations de travail ? Est-ce que des fois vous vous mettez le réveil à 2h du matin en disant « Ok, je sens qu'entre 2h et 3h du matin, je vais trouver des idées pour ma nouvelle pièce ou pour des interprétations ». Non, mais maintenant que vous me le dites, je me suis réveillée une nuit, je m'étais lancé le défi je m'étais dit, allez, j'envoie un texto à Pierre Richard en lui disant on a envie de travailler avec lui. Et déjà, ça me donne une responsabilité. Déjà, ça met en route un processus, en fait. Ça m'engage, d'une certaine manière, à être productive. Je peux pas lui dire si on travaillait ensemble en n'ayant rien dans la tête, et ça oblige un vide à se remplir, d'une certaine manière. Donc, c'est comme une forme de promesse, là aussi. Donc, j'ai envoyé ce texto en faisant confiance à la vie. Pas confiance ni en moi ni en lui, en la vie. Et la vie a beaucoup d'imagination, parfois, plus que nous. Et je me suis dit, voilà, je ne vais pas réfléchir plus que ça. J'envoie ce texto. Je ne pense pas. Et l'inspiration, de toute façon, n'est pas une réflexion. Et je me suis endormie. Et en pleine nuit, je vous jure que c'est vrai, en pleine nuit, je suis réveillée en sursaut avec juste ce titre, Monsieur X. J'allume la lumière, je note sur mon portable Monsieur X. Je me dis, pourquoi je rêve de ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'était le titre du prochain spectacle. C'est vrai que maintenant que vous le dites, il y a des courages, moi, que j'ai eu la nuit et que j'ai jamais eu le jour. Ah bon ? C'est Comme vrai. quoi ? Non, mais des SMS envoyés qu'on oui. n'oserait peut-être pas envoyer à 11h du matin Peut-être. et qu'on peut envoyer à 2h du matin. Mathilde Amé, vous êtes née en 1965. C'est l'année
du lancement de la première centrale nucléaire civile en France et la sortie de Pierrot le Fou de Godard. Et un de ces deux événements qui vous parle le plus? Bah oui, vous devinez lequel, non? Bon, le nucléaire, je rentrerai pas dans ce débat ici. En revanche, oui, Pierrot le Fou, c'est une révolution cinématographique, c'est une nouvelle façon de filmer, d'envisager le cinéma. C'est un cinéma vérité, la nouvelle vague. C'est tout un mouvement qui va influencer le cinéma mondial. Vous savez que dans 5 ans, je vais vous recevoir à nouveau, mais ce sera comme réalisatrice de votre premier long métrage. Oh, bah écoutez, je suis pas... J'aime bien me dire que non seulement tout est possible, mais enfin, que je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. C'est-à-dire que je crois qu'il faut laisser la place à ce vide, justement, à cette ignorance neutre. C'est-à-dire une ignorance qui n'est pas une façon de se dédouaner, une ignorance qui est une place faite aux surprises, à l'inattendu, aux rencontres et à ce que les rencontres peuvent déclencher. Alors, je vous propose de séparer cette rencontre en 3 parties. Entrée, plat, dessert. L'entrée, ce sera des sons auxquels je vais vous faire réagir. Ensuite, on va prendre 4 auditeurs au téléphone, auditeurs et auditrices, qui vont vous parler de la manière dont ils perçoivent votre travail. Okay. Et dans la 3e partie, vous avez accepté de lire des textes variés. Ça va de Philippe Muret à Romain Gary, en passant par Colette et Hermann Hesse. Mais juste avant, est-ce que vous avez déjà été contrôlé avec vos yeux dans un aéroport? Vous savez que la reconnaissance visuelle, c'est de plus en plus fréquent. Mais oui, j'ai vu ça et je crois que j'ai été scanné de la tête aux pieds en Hollande. C'est possible? En Hollande, tout est possible. C'est le pays où tout est possible. Ok. Alors, j'ai demandé à une clinicienne qui est spécialiste du métalangage, Anne Rioux, d'analyser votre regard, Mathilde Amé. Alors, au début, elle ne savait pas que c'était vous, puis elle vous a reconnu pas peu en voyant les photos. En dézoomant, depuis les yeux jusqu'à la frange. Non, c'est juste les yeux. Mais je pense que cette analyse aurait pu être faite même si vous aviez été une parfaite inconnue pour elle. D'accord? Il n'y a pas d'affect. Bon. Il n'y a pas d'affect. Et du coup, ce sont des yeux qui datent d'avant ou des yeux d'aujourd'hui? Parce que je suis plus tout à fait... Il y a eu tellement de mouvements dans ma vie que si c'est une photo ancienne, ça risque d'être pas raccord. Non, mais il y a de tout. Et en plus, c'est marrant parce que peut-être qu'avec les cordes vocales, les yeux sont peut-être la dernière chose auquel la chirurgie ne peut pas vraiment toucher. On peut corriger une myopie, mais on peut pas corriger ce que disent les yeux, vous croyez pas? Alors, je sais que tout le monde dit les yeux parlent. Oui. Je pense aussi qu'on peut tricher avec le regard. No comment. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres... par exemple, le corps, pour moi, triche moins. Le corps, on dit souvent qu'il y a des mouvements qui vous trahissent. Un geste qui vous trahit, une façon de s'asseoir. Je crois que l'ensemble de la personne et son corps raconte beaucoup et justement parle vrai parce que c'est moins maîtrisé. Le regard, on peut contrôler, on peut se donner l'air tendre quand on est un bourreau, etc. Ça arrive. On se fait tout savoir d'ailleurs, mais c'est pour ça donné. Donc c'est bien que c'est possible. Mais c'est pour ça que Dieu a inventé les analystes du métalangage. Pour Très aller bien. Au-delà de tous les freins Parfait. que vous nous avancez. Alors je lis le texte de Anne. Vous êtes interpellé par ce regard qui ne laisse pas le choix. Vous êtes captif, en arrêt. Il faut mériter ce regard. S'avancer avec tact dans le propylée qui permet de passer du profane au sacré. Car ces yeux sont un peu ailleurs, pris dans des entrechats professionnels qui les lancent dans des hauteurs qui vous paraissent inaccessibles. Un regard fixe, aux pupilles d'obsidienne dans lesquelles un soleil de la minuit aurait planté un javelot d'or. Des yeux perçants comme ceux des chats de la Haute-Égypte, dont on sait qu'ils ont 7 vies et trafiquent avec les dieux. Si vous n'êtes pas habitué à faire ripaille sur l'Olympe, vous ne vous risquez pas à ce regard. Vous êtes sur le point de reculer, mais en même temps, il y a une quasi-fascination. Vous allez donc vous approcher, mais non. Car vous ressentez en réalité que ces yeux-là, les vôtres, Mathilda, sont tout autant que nous dans la grande prudence.
Vos yeux lancent comme une herse de protection. Ils ne descendront pas dans le brouhaha de l'immédiat. Vous comprenez alors qu'ils sont de chair et d'émotions et chargés de bagages. Vos yeux sont des nomades. Ils ont vécu 1000 horizons avec leur sensualité diaphane, leur douceur corsetée, leur acuité et leur rigueur. Comme un photographe proustien, vous tentez alors de partir à la recherche et vous vous glissez dans la chambre noire de ce regard. Par le sténopé qu'est cet iris, vous découvrez l'image inversée et vous êtes alors dans toutes les nuances de couleurs chaudes et froides à la Turner. Sous les paupières maquillées, véritable rempart, vous apercevez des chandelles à la flamme fragile, luttant sans cesse pour maintenir sa verticalité, comme la danseuse étoile qui ne donne à voir que le beau, quand pourtant ses pointes contiennent tous les efforts. Dans ce regard, il y a toute l'ambivalence de ce qui est immédiat et de ce qui est en profondeur. Lorsque vous vous approchez avec tact, vous êtes saisi par la densité de ces raies de lumière. Et alors, une féerie peut vous embarquer. Vous pouvez voir des géographies lointaines, du levant au couchant, et entendrez le murmure de la présence dans des histoires à la Scheherazade qui s'énoncent la nuit pour assurer la promesse de l'aube. Vous verrez un derviche tourneur qui, dans une spiritualité du corps et de l'esprit, danse et tourne jusqu'à l'ivresse. Une spirale magnétique de la terre au ciel et du ciel à la terre. Vous entendrez toutes les musiques humaines, si humaines. Une symphonie de Gustav Mahler, poétique et onirique, un fado et sa saudade, un tango cambré dans une nuit caliente de Buenos Aires ou tout là-bas, un gospel dans une église noire de Harlem. Il y a du dur et du tendre, du froid et du volcanique dans ce regard. Il y a de la colère et de l'accueil. C'est un oxymore, ces yeux-là. Vous comprenez vos craintes du début, tant de complexité. Ce regard demande une démarche quasi métaphysique. Il faut traverser la caverne pour aller voir derrière les ombres. Dans ces yeux-là, pas d'autosatisfaction. Une grande tenue, une maîtrise pour mieux vivre des heures de délire créatif. Une vie entre comédie et tragédie. Une vie au background en fusion volcanique. Une vie qui traverse l'espace et le temps avec une quête. Mais quelle quête ? Là est son secret. Ce regard est un collier de perles, mais s'il y a les perles, c'est le fil qui tient le collier. Mais une chose est sûre, ses yeux ne sont pas solitaires. Dans ce regard, on comprend qu'être vivant, c'est donner à voir, mais avec le fol espoir d'être accueilli dans un regard aimant. Ses yeux, les vôtres, seraient aveugles sans amour. Dans ces yeux-là s'illumine la phrase d'Einstein, « Le simple n'est jamais premier ». Magnifique texte. Mais qui est cette personne ? J'ai l'impression qu'elle a vécu à mes côtés en réalité, parce que c'est tellement. D'abord, c'est très bien, c'est très beau parce que c'est très poétique. C'est pas une analyse distancée, c'est une analyse d'abord très chaleureuse et presque littéraire. Les termes choisis. La beauté de la langue, enfin, c'est vraiment un texte très beau. Merci beaucoup. C'est un très beau cadeau. Je vais le garder, le relire et remercier cette personne parce que c'est très subtil, fin. Il y a les ambivalences, il y a la complexité. C'est pas résumé. Voilà, c'est très, très touchant. Merci. Elle parle du brouhaha de l'immédiat. Et c'est vraiment parce que vous êtes quelqu'un de public, mais vous le savez qu'il y a quelque chose qui a l'air de nous échapper à tous sans vous. Sans que vous le vouliez, sans doute. Ou alors parce que vous êtes faite comme ça. Mais je cherche pas à donner telle ou telle impression. Maintenant, je suis dans une part de ma vie où, effectivement, j'ai envie de donner à voir. Ça, c'est vraiment la chose qui définit mon existence aujourd'hui. Donc, je suis pas trop dans la considération, en réalité, du regard qui est porté sur moi. Oui, je cherche certainement la communion. Je cherche la rencontre au sens profond du terme. Par le biais de ma façon de regarder le monde, j'espère que d'autres gens vont s'y retrouver et que dans ce monde-là que je fabrique, on pourra se réjouir ensemble. Voilà.
sur Fréquence Protestante, Nuit Blanche. Vous savez ce que disait Michael Palin, un des membres des Monty Python? Après la période Monty Python, il a fait des documentaires où il partait autour du monde filmer les gens. Et je me souviens d'une phrase qu'il avait prononcée, il disait « À mon âge, je suis juste heureux de regarder les gens. » Ah ouais, c'est une joie infinie de regarder vraiment les gens, mais pour regarder vraiment les gens, il faut être disponible. Et pour être disponible, il faut être soi-même assez libre. Libre, c'est-à-dire pas entravé par des choses qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Mais il faut avoir la place d'accueillir l'autre pour le regarder vraiment. Et c'est une fois qu'on a cette place, ce qui est mon cas aujourd'hui, et ce qui n'était pas avant, c'est un travail d'aller chercher à ouvrir, à faire cette place et à être d'une certaine manière libéré de soi-même et du poids de soi-même. Effectivement, c'est une joie sans fin que de découvrir les mécanismes, même les comédies que jouent les gens. Tout ce qu'ils mettent en place pour ou exister, ou briller, ou le merveilleux qu'il y a souvent quand on se donne la peine vraiment de regarder les personnes, même les plus revêches, même les plus antipathiques a priori. Il y a toujours, je trouve, quelque chose d'intéressant à découvrir. Enfin, j'ai foi, moi, en la force de cette découverte-là, parce que je trouve que c'est, d'abord, c'est illimité. Il y a des gens qui ont l'air d'être ceci ou cela, et quand on se donne la peine de les connaître, on découvre mille choses, et c'est sans fin. Même les gens avec qui on vit, je trouve que c'est très intéressant de ne pas se dire qu'on connaît les gens qu'on côtoie, au contraire, de continuer toujours le processus et de regarder, de continuellement regarder. Est-ce que dans votre regard, et sa part mélancolique, il y a aussi le regard de votre famille? Votre papa, vous le dites dans VO, votre livre, votre papa, sa mère, sa sœur ont été arrêtés par les nazis. Mm-hmm. Et s'en sont sortis presque leur vie, presque en jouant la comédie. Oui, comme à vous. Cheveux. Ouais. Mm. C'est plus de la comédie, là, c'est de la survie. C'est vraiment un instinct de survie qui fait qu'on déploie tout à coup une idée comme ça pour esquiver la mort, en fait. Je crois qu'on est tous capables d'avoir ce type de ressources dans des situations extrêmes. Randy Newman, le musicien, disait que c'est qu'à 60 ans qu'il a regardé les gens dans les yeux, toute star musicale qu'il soit. Est-ce que vous, il y a de ça aussi? Est-ce que le fait d'être sans arrêt regardé, que ce soit à l'époque vous étiez actrice sous les spotlights, ou regarder en tant que personne publique, est-ce que regarder, ça empêche de voir? Est-ce que d'être regardé, ça empêche de voir? Clairement, être observé empêche d'observer. Ça, c'est vraiment mathématique même. On peut pas regarder quelqu'un qui vous regarde et qui vous regarde avec insistance, parce que quand vous êtes regardé de manière comme on l'est quand on est reconnu, connu en tout cas, c'est une manière très spéciale. C'est un regard qui est très particulier. Donc non, c'est difficile vraiment d'avoir un regard libre. On observe beaucoup mieux quand les gens ne nous voient pas. Hein. Moi, j'aime beaucoup me sentir un peu planquée parce que je vois mieux, quoi, c'est sûr. Mathilde Amé, vos 3 premiers spectacles sont sans paroles intelligibles. Je vous propose 8 sons super archétypiques. Hein. Mm-hmm. On n'a pas votre budget. Hein. Donc, je vais vous faire réagir à 8 petits sons. Ok ? D'accord. Voilà le premier. Ça, c'est une sonnerie de cours de récré, non? Ouais. Vous étiez comment à l'école? Qu'est-ce que j'étais mal. Je me sentais inadaptée, toujours comme un cheveu sur la soupe, jamais, j'avais l'impression que tout le monde était aimé sauf moi. Il y avait les leaders, je les observais, je les admirais, je me disais oh là là, tout le monde est vers elle, tout le monde l'aime celle-là, et moi j'étais dans un coin, j'étais seule, isolée, mal, timide, planquée, et surtout j'étais en échec total. Je ne comprenais rien, j'étais pas concentrée, j'étais fatiguée, je dormais en classe. Enfin, c'était vraiment un très mauvais souvenir. Il n'y a pas une mythologie aussi du mauvais élève qui ensuite surpasse les autres?
Moi, je me souviens d'une phrase de Bono, qui serait surpris qu'on le cite, le chanteur de U2. Il dit « Quand vous êtes orphelin et mauvais à l'école, il n'y a aucune limite artistique à ce que vous pouvez accomplir. » Ah, c'est une bonne façon de transcender la douleur de n'être rien. En fait, ce sentiment, il est dans l'échec scolaire, il est difficile. Il faut pas croire que les enfants qui travaillent pas sont juste flemmards ou juste ils ont pas envie. Je pense que ça, d'abord, c'est une façon de dire quelque chose, de dire que quelque chose ne va pas quand un enfant se met en échec scolaire. Et ensuite, c'est lourd, quoi, de se sentir échoué et ça détruit, ça abîme le développement et la confiance en soi. Donc, oui, c'est une façon de. Moi, je me sentais inexistante, donc transparente. Et en cours de récré et en classe. J'ai l'impression d'être rien. Donc après, oui, peut-être qu'avec ce rien, il y a un vide énorme qui peut être comblé justement par la création, peut-être. Quand ils ont découvert vos premières pièces, il y a certains, c'est dans votre livre, qui vous ont dit « Mais en fait, on ne te connaissait pas, en fait, tu es folle. » Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous sentiez, même à 12 ans, 13 ans, 14 ans, au lycée, quoi, que quelque part, vous attendiez votre heure un jour? Non, je savais pas. Franchement, je savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas de quoi j'étais capable. J'étais en ignorance totale je ne savais pas de quoi j'étais capable. Je pensais que j'étais nulle en tout. Peut-être en danse, je pensais que je pouvais faire quelque chose. Je ressentais la musique. Ça, je me souviens de ressentir la musique. Mais de là, devenir musicienne, c'est même pas vraiment apparu. J'étais toute entière dédiée à la danse et je me disais bon, bah là au moins, je progresse. D'une certaine manière, j'ai un endroit où je peux m'exprimer. Mais je n'attendais pas mon heure parce que je ne savais pas qu'un jour j'allais faire ce que je fais aujourd'hui. Mais vraiment pas. Et il y a 10 ans, vous m'auriez demandé est-ce que tu peux t'imaginer auteur, metteur en scène? C'était impensable. Hein. La preuve, quand je vous ai dit tout à l'heure que vous reviendriez pour votre premier long métrage, vous m'avez pas cru, mais rira bien qui rira le dernier, Mathilde Amet. On va écouter un deuxième son. D'accord. C'est chouette. Alors, certains soulards diraient de la bière, mais moi je dirais un Coca Zéro. Ou du champagne. Ah, mais oui. Vous voyez, j'ai pas l'esprit festif. Hein. Le 19 mai, réouverture des terrasses, vous êtes sortis ? Oui, j'avais un déjeuner ce jour-là. Alors bon, l'occasion a fait que oui, je me suis retrouvée en terrasse avec des vents d'une violence et des pluies torrentielles, enfin qui alternaient avec des rayons de soleil. C'était assez comique. On aurait dit, un sketch un peu des Monty Python, tout qui s'écroule autour, puis les gens qui s'obstinent à rester quand même en terrasse. Mais c'était assez joyeux. Les gens avaient le sourire. C'était quand même drôle. Quand j'ai eu la confirmation que vous alliez venir dans cette émission, je suis allé en terrasse, puis j'ai écouté un peu ce que disaient les gens. Il y avait vraiment 3 questions récurrentes qui revenaient. La première, c'est est-ce que vous croyez qu'un jour Neymar va jouer collectif ? La deuxième, c'est tu trouves pas que Thomas Pesquet a pris un peu de poids ? Et la troisième, c'est mais pourquoi Mathilde Amet n'est-elle pas devenue la Ava Gardner française ? Oh pauvre. Alors là, je suis vraiment bien loin de devenir une Ava Gardner. Enfin, c'est même pas une pensée. Ça, c'est vous qui le. Mais vous qui le dites. Est-ce que vous avez pris peur que ça aurait pu être Ava Gardner ? Non, je n'ai pas pensé à ça. Pour moi, Ava Gardner est la plus belle créature humaine de l'univers. Je me suis pas une seconde comparée. J'étais juste admirative de tant de beauté, quoi. Et encore aujourd'hui, c'est la beauté, mais au sens purement comme on peut regarder un magnifique tableau, une œuvre d'art, quoi. Ce visage est aussi beau qu'une œuvre d'art. Mais vous savez, je parlais pas uniquement de la plastique. Je parlais aussi de la carrière. Oh bah non, mais elle a fait des films cultes, dont Pandora, qui est pour moi un classique, mais moi j'ai pas fait de film culte, donc je suis dans un registre tellement incomparable que. Mais pourquoi, à votre avis ? Parce que aveuglement des producteurs ? Non. Je pense que j'ai pas eu l'occasion de développer vraiment un talent d'actrice. Je crois que j'étais douée, que j'avais une certaine photogénie et du cœur. C'est-à-dire que je faisais les choses avec vraiment sincérité et avec du cœur. Donc c'est ça qui a dû
transparaître à un moment à l'écran, mais je n'ai pas travaillé au sens, comment dire, j'ai pas eu de rencontre avec des metteurs, des réalisateurs qui m'aient aidé à déployer un travail de jeu en profondeur, qui déstabilise, un travail qui va vraiment aller chercher, peut-être parce que je n'avais pas non plus une foi incroyable en ce que ça représente l'acte de jouer. Peut-être que je vois avec quelle foi aujourd'hui je défends mes spectacles, comment je les monte, comment j'embarque des équipes avec moi, l'énergie qui est la mienne, où je n'ai plus du tout envie de dormir une seconde. Justement, on parle de la nuit, là. Je trouve que j'ai envie quand je suis en création, de ne jamais m'arrêter. Bon, je vois cette dynamique, cette envie par rapport au moment où j'étais actrice, où j'étais très tributaire de l'environnement, avec qui je travaillais, quels étaient mes partenaires, le regard que le réalisateur avait sur moi, que le caméraman, que le chef-op avait sur moi. C'est tout un ensemble il faut c'est rare quand tout se coordonne, si vous voulez, de manière à ce que l'acteur puisse pleinement travailler complètement et s'engager profondément dans une histoire et dans un rôle. C'est quand même, ça reste rare, et moi, peut-être que j'avais certaines opportunités et peut-être que je n'ai pas su comment accéder à ce type de travail parce que j'étais jeune et que j'ai pas eu vraiment de rencontres qui m'aient permis de faire ce type de travail. Alors aujourd'hui, je me rattrape parce que quand je travaille avec des comédiens, j'essaie vraiment de les embarquer dans le dépassement d'eux-mêmes déjà, et dans une recherche et dans des zones où ils n'ont pas l'habitude d'aller. Est-ce que quand on est connu, pour reprendre une métaphore, est-ce que parfois votre entourage trinque ? Disons que ça change pas seulement ce qui se passe en vous et la vision que vous avez de vous-même, ça change beaucoup l'entourage, la vision. En réalité, la notoriété est toujours associée au succès. Bon, c'est pas toujours le cas selon moi. La réussite, alors là, ça ne fait qu'un avec la notoriété dans notre société actuelle. Moi, je suis pas sûre que la notoriété soit la preuve irréfutable du succès et de la réussite. Mais bon, après ça, c'est un discours qu'on peut on peut avoir une réflexion là-dessus. Mais donc, pour les personnes qui se sentent en échec ou qui se sentent pas arriver là où ils aimeraient être, vous représentez, que vous le vouliez ou non, quand vous êtes connu, une forme de succès qui est un affront pour leurs difficultés. Et pourquoi elle n'est pas moi ? Enfin, il y a plein de questions qui sont posées de par le statut que vous prenez, la place que vous prenez dans la société, met en exergue les problématiques existentielles des personnes qui ont du mal à trouver leur place. Donc oui, ça crée des problématiques de relations, ça change beaucoup de choses. C'est pas simple. Dans une de ses pochettes d'album, Françoise Hardy le dédiait, son album, à certains propriétaires de crues de Bourgogne qui sont des bienfaiteurs de l'humanité. Vous, j'ai l'impression que vous n'êtes jamais vraiment tombé trop dans les substances. Jamais. Mais pas par souci de rigueur morale ou autre. Je ne suis pas tentée, intéressée. J'ai aucun mérite. C'est pas un effort que je fais en me disant non, je dois être stricte, non, je dois faire attention. Je n'y pense pas. Il y a de l'alcool, il n'y a pas d'alcool. Je peux boire un verre, mais je ne pense pas je n'ai pas envie spécialement. Je me projette pas. Je peux avoir des gourmandises de pain, de pâtes, de trucs, mais le vin, je me dis pas tiens, je boirais bien un verre de vin. Ça me vient pas l'idée. Qui veut voyager loin ménage sa monture, c'est ça ? Non, franchement, je ne suis pas dans cette optique-là de vie saine particulièrement. Franchement, j'ai fumé pendant des années. Non, c'est juste un non-intérêt pour les États aussi qui... J'aime bien profiter pleinement des choses. Quand je suis dans une fête, j'aime bien tout entendre, tout voir, danser à fond. J'aime pas être à moitié ramolli ou un peu anesthésié, quoi. J'aime être là, en fait.
Sur Fréquence Protestante, Nuit Blanche. Troisième son. Ah bah. Dans VO, il y a un truc très intéressant, c'est que la première fois que vous avez oublié vos enfants à l'école, c'est quand vous faisiez une lecture de Plus affinité à Pascal Légitimus. C'est la seule fois d'ailleurs. Oui, la seule fois. Rassurez-moi, la première fois, genre la meuf qui oublie ses enfants régulièrement à l'école. Non. Le grand stabilisant quand même pour une artiste d'avoir des enfants. Ava Gardner n'en a pas eu, je pense. C'est pas bien de pas en avoir. Je sais pas, ça vraiment j'ai pas de jugement sur le fait qu'il faille en avoir ou pas des enfants. Je trouve qu'il y a trop d'injonctions pour les femmes se sentir. Je parlais aussi pour les hommes. Oui, ou pour les hommes d'ailleurs. Vous n'avez pas d'enfants, vous êtes un peu marginal, mais moi je crois que vraiment c'est une chose trop intime pour être une injonction ou être associé à l'idée d'accomplissement de vie. Il y a 1000 façons de s'accomplir dans la vie. Faire des enfants, c'est pas nécessairement d'ailleurs une façon de s'accomplir. Il y a des gens pour qui c'est douloureux, pour qui ça se passe difficilement. Donc, faut faire attention avec ces généralités. En revanche, je ne sais plus ce que vous me demandiez au départ. J'ai un peu bifurqué sur votre question. C'est la nuit. C'est ça. Et vous disiez donc? Non, le grand stabilisateur. Non, je crois qu'il faut pas penser que les enfants sont là pour ça. Pour justement pour stabiliser oui, mais parfois il y a des couples qui font un enfant parce que ça les soude, ils pensent qu'ils vont être leur couple bat un peu de l'aile, ils se disent avec un enfant ça ira mieux. Non, ou avec un enfant j'irai mieux. Il y a aussi des parents qui pensent qu'en ayant un enfant ça va les équilibrer, les cadrer, etc. Moi je crois pas. Je crois qu'il y a plein d'autres raisons de faire des enfants. J'ai l'impression que dans Open Space et dans Le Banquet, vous cherchez l'enfant derrière l'adulte. Oui, parce que je crois que c'est une des clés de la joie, l'immédiateté du moment, un rapport au temps quand on est enfant qui est différent, moins de projection vers l'avenir, moins la hantise de l'avenir. L'enfance est heureuse aussi parce qu'elle n'est pas dans cette attente de ce qui devrait être. Elle est plus dans ce qui est. Et ça, je crois que c'est une chose qu'il faut garder en soi quand on grandit, et aussi l'esprit de jeu. Le jeu au sens ludique, au sens créatif. C'est par le jeu qu'on arrive à inventer des trucs. Et je pense que les grands inventeurs de nos époques sont des gens qui aiment jouer. Et qui s'amusent entre eux et qui trouvent des systèmes et qui trouvent tout à coup et qui inventent des choses. Donc pour moi l'enfance c'est la clé de la créativité et de la joie, un rapport au temps, c'est beaucoup de choses qu'il faut absolument pas perdre et si on les perd ces notions-là, si on perd cette enfance-là, il faut tout faire pour la retrouver et je crois qu'être artiste est en partie renouer avec ça. Claude Lévi-Strauss disait que tous les arts, grands ou petits, ne sont que du bricolage. Il ramenait ça aussi à des choses extrêmement simples. Oui, je pense que c'est surtout que, comme dit Julia Cameron, tous les bébés ne naissent pas beaux. C'est-à-dire que quand on crée quelque chose au départ, ça peut être moche, ça peut être pas terrible, ça peut être pas très intéressant, et c'est parce qu'on travaille dessus et parce qu'on développe que ça devient quelque chose de formidable. C'est même je pense qu'en littérature, ça doit être le cas aussi pour certains auteurs, peut-être pas pour tous, les musiciens, les chorégraphes. On commence, c'est un peu au départ, c'est pas très les auteurs de chansons, et puis petit à petit, en travaillant, ça devient beau. Les 2 premières lettres de votre prénom et les 2 premières lettres de votre nom, ça fait Mama. Ah. Et pourtant, vous n'avez joué qu'une fois une maman, c'était dans La Passerelle. Ça... Oui, je me souviens plus. Ouais, c'était à la fin du XXe siècle. C'était à la fin du XXe siècle. Non, je me souviens du film, mais je me souviens plus si j'ai joué d'autres mères. Ça vous manque pas trop? À l'écran, je parle. De jouer? Ouais, non, de jouer la mère. De jouer, non. Non, j'ai pas le temps de penser à jouer, à jouer la comédie. J'ai trop de choses en tête à réaliser, à accomplir. Je lisais il y a pas très longtemps une remarque que je trouve assez intéressante qui disait qu'en fait, un être humain, à la naissance, il reçoit un jeu de cartes comportementales de ses parents. On va dire qu'il reçoit un jeu de 12 cartes. La jalousie, la tranquillité, l'ambition, la sérénité. Et qu'à la fin de sa vie, au moment de mourir, il faut
transmettre un jeu de cartes à ses propres enfants, mais avec 2 cartes au moins qui ont changé par rapport au jeu que nous ont donné nos parents. Quelles sont les cartes que vous avez changées entre le jeu que vous avez reçu et le jeu que vous avez laissé à vos enfants? Alors, le principe de carte, bon, il est rigolo, mais moi, je trouve que c'est un poil réducteur de dire que la tranquillité... En fait, tous les sentiments contiennent à la fois une chose et son contraire. Je pense que c'est difficile de dire j'ai hérité de ça. Ce sentiment, il est mélangé. Moi, je crois que c'est difficile de définir un sentiment, une couleur. Il y a beaucoup de mélange dans les sentiments, notamment sur les sentiments d'amour. Dans cet amour, surtout quand il est filial, on sait bien que on peut aller jusqu'au meurtre, puisque quand il y a un meurtre, on regarde en premier dans les familles, c'est là que toutes les violences partent souvent des familles. Donc, les cartes que j'ai reçues, je ne sais pas si je pourrais définir ça en termes de cartes, parce qu'il y a tout et son contraire. Il y a beaucoup d'amour, il y a aussi des empêchements, il y a aussi des frustrations, il y a aussi des héritages, des cultures, un mélange comme ça qui est tellement vaste que je vois pas comment je pourrais les réduire en cartes comme ça, mais c'est vaste un héritage, surtout s'il y a des cultures comme ça éloignées qui se rencontrent, ça fait un drôle de mélange. Moi, je suis un drôle de mélange quand même. Allô, oui. C'est un bonjour. En passant de comédienne à metteur en scène, vous avez changé aussi le sens du téléphone. Maintenant, c'est vous qui appelez les gens que vous choisissez, les comédiens que vous remarquez. C'est vrai. Vous ne passez plus votre temps, comme beaucoup de comédiens, à attendre. Maintenant, c'est vous qui proposez. Ah oui, et puis c'est moi qui cherche. C'est moi qui vais trouver vers qui j'ai envie d'aller, quels sont les... Et puis, je vais pas chercher forcément vers les affinités, je vais chercher vers les complémentarités. Ça, c'est vraiment intéressant d'aller trouver des personnes avec qui on peut construire quelque chose. Et chacun va apporter sa pierre à l'édifice, sa spécificité, son expérience, son savoir. Donc, moi, j'aime cet enrichissement-là. J'aime que on ait à construire quelque chose qui soit plus fort que nous et que donc on soit tous contraints de se hisser vers cette œuvre qui est au-dessus de nous et que pour ce faire, il faut que on est obligé de non seulement collaborer mais de trouver comment on va s'harmoniser pour que construire les fondations d'une œuvre ou d'un spectacle en l'occurrence. Et ça, c'est vraiment une chose extraordinaire d'aller trouver, d'aller chercher les personnes qui vont aller dans le sens de ce que vous imaginez, puis de construire ensemble une équipe et de choisir effectivement les gens avec qui je travaille. Là, c'est vraiment le luxe absolu et c'est très très compliqué pour avoir vécu 30 ans en tant que comédienne, justement, à me retrouver avec des partenaires que je n'avais pas choisis, des équipes qu'on connaît pas. À chaque fois, on se lance dans un bateau comme ça, on est un peu en huis clos avec des gens, on les a pas choisis. Bon, et comme pour tout métier, ça c'est le cas dans les open space, il y a des proximités dérangeantes, c'est pas facile. Là, c'est l'harmonie, d'arriver à trouver l'endroit où on se sent bien avec les personnes qu'on a choisies. C'est vraiment le grand luxe. Votre karma, c'est d'être passé de créature à créateur. C'est pas mal vu. Vous aviez 45 ans pour votre première mise en scène, je crois, ouais, à peu près. À un moment, il y a le décompte artistique aussi, il n'y a pas que l'horloge biologique. Est-ce que vous avez senti une pression sur vous-même en disant il faut y aller maintenant? C'est le fruit de beaucoup de pression et le fruit de frustration. Les frustrations, on connaît tous. On connaît la frustration dès qu'on est tout petit, la frustration de ne pas accéder à un objet quand on est à 4 pattes et de ne pas pouvoir se déplacer. Bon, les frustrations, ça fait partie de nos vies à tous.
Après, je pense que ça peut être aussi un moteur. Et en ce qui me concerne, ça l'est devenu. Il y a eu beaucoup de frustration sur les plateaux de cinéma où je sentais que j'avais toujours l'impression que je pouvais faire mieux, mais que j'avais pas la place, ou que j'avais pas le rôle, ou que j'avais pas le temps de faire mieux. Donc, j'étais tout le temps dans une espèce de frustration. Je voyais aussi des choses que j'avais envie de faire. Je me dis, pourquoi il met pas les figurants là? Pourquoi la caméra est là? C'est dommage. Ça aurait été bien mieux de, enfin bon, je vais pas le dire. Donc, je mordais la langue tout le temps. Ça fait accumulation de frustration. Et puis un jour, je me suis quand même questionnée profondément sur ce que je pouvais essayer, moi, d'apporter, qui me définissait. Donc je me suis questionnée profondément, mais c'est un questionnement existentiel qui rejoint le questionnement artistique sur quel est son rôle, qu'est-ce qu'on peut apporter. Ouais. Dans Open Space, finalement, le personnage principal, c'est l'horloge. Presque. Elle est importante. C'est peut-être aussi le lieu. Parce que le lieu, c'est l'endroit où la cohabitation est contrainte. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que les lieux sont inspirants. Un métro, c'est inspirant. Un café, c'est inspirant. Un square, c'est inspirant. Ce sont des lieux où les gens sont en contact. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les mélanges. Les mélanges improbables de gens qui se retrouvent côte à côte dans un open space et qui doivent cohabiter dans cette proximité et se supporter ou s'attirer. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le raclement typique de ceux qui vont voir le psy. Ah bon? Premier mot. Ah ouais. C'est difficile. Vous y êtes passé par la psychanalyse, psychothérapie. Par la psychothérapie. psychanalyse. Je peux vous lire? Si vous voulez. Alors, lisez-moi. Après de longues semaines de traitement et un séjour à l'abri dans le monde parallèle et fascinant de la psychiatrie, je suis sorti fragile, mais guéri. J'y ai découvert un endroit hors du temps où des hommes et des femmes en errance avaient chaviré pour finir par échouer au fond d'eux-mêmes. Moi, Mathilda, j'étais parmi eux à égalité face au constat de nos différentes inaptitudes. Nous étions arrachés à nos vies, nos âmes estropiées et dénués de but. Plus de posture, ni de rang social. La vérité crue de nos existences stoppait là. Et dans ce retranchement, on ne se cachait plus pour pleurer. Mais ça a été crucial pour vous. Ouais, c'est bien écrit quand même. Et encore, ça aurait pu être tellement mieux dit. C'est ça que vous pensez, hein? Oui, c'est un endroit, le monde de la psychiatrie est un endroit vraiment très surprenant. Très surprenant. Avec des rapports plus authentiques. Les gens savent qu'ils sont là parce qu'ils sont tous, à un moment donné, bloqués et inaptes. Et cette inaptitude fait qu'on baisse la garde aussi sur les faux-semblants et sur qui on veut paraître. Donc c'est vraiment très enrichissant. Peter Gabriel, le musicien, raconte une anecdote sur un psy à Londres qui, dans sa salle d'attente, avait mis un panneau sur lequel il y avait marqué « Either way, it hurts ». Et ce panneau était au milieu de deux portes, la porte vers l'accès du cabinet et la porte vers la sortie. Sous-entendu, que vous alliez voir un psy ou pas, ça fait mal. Ça fera mal. Ouais. Vous, dans le doute, vous avez préféré y aller? Non, moi je pense que la psychanalyse est un endroit privilégié, un endroit particulier ou un endroit neutre et bienveillant, ce qui est rare. Dans nos relations, rien n'est neutre. Il y a des engagements affectifs, qui faussent la perspective. Donc c'est un endroit où on travaille, et ce travail devient un outil de lecture, un outil de compréhension sur les mécanismes, et permet de mieux non seulement se découvrir soi, mais mieux comprendre l'autre. Donc c'est un outil extraordinaire. On aurait vraiment tort de s'en priver ou d'avoir... Bon, il y a encore des idées peut-être préconçues, arrêtées sur les bienfaits de la psychanalyse. Moi, je trouve que c'est un endroit qui permet d'accéder à soi-même, et que ça, c'est pas... on y a tous... on a la chance de vivre dans un pays où c'est possible
d'aller à sa rencontre et de comment dire, et de pouvoir ensuite être libre de vivre pleinement. Sur Fréquence Protestante, Nuit Blanche. Mais ce qui est encore mieux, c'est quand la psychanalyse amène à ce son. Alors, si ma mémoire est bonne, la première fois que vous avez entendu des rires pour votre pièce, plus si affinité, vous êtes demandé si votre pantalon était mal fermé, c'est ça? Ouais. Vous aviez... J'ai cru que ma braguette était qu'il y avait un problème en fait. J'ai pas la première fois que j'ai entendu une salle rire. Et en fait, non, a priori, Légitimus, avec qui je jouais cette pièce, m'a dit, mais non, t'étais drôle. J'ai découvert ce que c'était qu'une salle. Alors, je savais que j'avais fait rire des potes et tout, mais là, une salle qui rit, c'est vachement impressionnant. La première fois, j'ai été surprise. J'ai repassé votre filmographie en revue, et je me suis rendu compte qu'en fait, vous aviez quasiment jamais fait de film de bande. C'est-à-dire, vous êtes très souvent un personnage à part, solitaire, isolé, que ce soit comme à l'école. Voilà, que ce soit dans Le Cri du hibou ou Isabelle Eberhardt. Je suis très surpris que personne n'ait pensé à vous inclure dans des... C'est peut-être moi qui me suis pas inclus non plus. J'ai peut-être pas cherché les rencontres. Vous savez, c'est un ensemble. En fait, je crois que c'est un parcours qui se fait mutuellement. Il n'y a pas que... l'acteur est pas non plus une créature qui attend. Elle peut aussi être. Je pense que Vincent Cassel, il a créé une bande aussi. Ça devait partir de lui, de son envie, du milieu dans lequel il circulait, des gens qu'il fréquentait. Il avait une bande de gars avec qui il était bien, quoi. Moi, j'avais pas de bande parce que je savais pas où j'étais, je savais pas qui j'étais. J'avais pas de perception en fait de où je devais me trouver. Donc on est venu me chercher comme ça, au coup par coup, vous voyez. Je pense que c'est ça. Un jour, on n'échappe pas à ce son-là. Alors le son peut varier, hein, mais nous sommes tous mortels. Mais oui. Et dans Monsieur X, c'est la première fois que vous abordez frontalement la mort, le deuil? Frontalement, je veux dire. Non, en réalité, non. Il ne s'agit pas de deuil dans la pièce. Il s'agit... Non, en fait, c'est une image fantasmée. Alors, plusieurs personnes ont interprété comme mes pièces lapsus. Sont sans parole. C'est vrai que ça laisse un peu libre cours aussi à l'imagination du spectateur de se projeter sur sa vision de la chose ou d'une situation d'une autre. En l'occurrence, vous parlez, je pense, du tableau de la femme qui est chez Monsieur X. Ben, ce tableau, c'est pas forcément quelqu'un qui n'est plus là. Ça peut être, c'était à l'origine, en tout cas, mon idée, c'était une femme dont il rêve. Un peu comme James Mason qui peint Pandora dans le bateau, ou dans Les Demoiselles de Rochefort, Jacques Perrin qui peint sa femme idéale avant de la rencontrer. Votre foi à vous, elle est pas religieuse, c'est plutôt la foi presque en l'art. C'est pas presque. Moi, finalement, je suis pas religieuse, mais j'ai un goût du sacré sur tout ce qui concerne l'art. Je pense que l'art est pour moi la définition du sacré. En réalité, il y a quelque chose dans l'art qui transcende, sublime l'humain au point qu'il n'est plus que humain. Et un paysage n'est plus qu'un paysage, c'est autre chose. On transcende quand on entend Bach, quand on entend Prince. On est dans une élévation de soi, une élévation communicative qui, pour moi, est religieuse, enfin, est en tout cas spirituelle. Vous savez que dans VO, vous citez une chanson de Prince, Anastasia. Anastasia, oui. Et vous citez les deux paroles, Closer to Heaven. Closer to God. Et voilà, plus près du paradis, plus près de Dieu. Vous êtes prête à écouter ce que les gens pensent de vous? Oh là, ça dépend. Bonjour Yves Leca. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, je vous présente Mathilde Amet. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Yves Leca, vous êtes
acteur et metteur en scène, hein, surtout acteur, je crois. Et oui, c'est ça. Et vous avez vu Open Space et Le Banquet. Est-ce que vous avez une question ou deux à poser à Mathilda ? Oui, tout à fait. Et d'autant que j'étais très intéressé. Il y a quelque chose qui rentre vraiment en écho et en sympathie avec ce que j'ai éprouvé en voyant ces spectacles. C'était la frustration et la psychiatrie, finalement. Et vraiment, les questions que je me posais, c'est comment vraiment vous avez travaillé avec les comédiens, parce que est-ce que tout était vraiment écrit, les situations, les intentions? Est-ce que vous avez fait un gros travail de préparation? Est-ce que vous êtes parti de désir? Est-ce que vous êtes parti d'envie pour amener les comédiens finalement dans ce processus, dans ce parcours à épouser un petit peu ce désir et à épouser un petit peu ce mouvement et finalement comment vous avez géré leur frustration? Alors c'est vraiment une question qui m'a souvent été posée, notamment par les comédiens. Comment est-ce que j'abordais ce langage? En réalité, c'est très écrit. Oui. Toutes les situations sont écrites comme une didascalie. Ils se déplacent. Il y a même les sons parfois qui sont décrits, notamment sur Open Space. Ils s'assoient. Oui. Oui. J'avais écrit oui entre parenthèses. Ils se frottent les mains. Toutes les actions sont décrites, les situations et les états d'âme des personnages. Et donc après, effectivement, quand on travaille avec les comédiens, il n'y a pas de frustration, il n'y a que du développement. Il n'y a que du développement, c'est-à-dire que chacun va avoir son propre borborigme avec une phrase qui est évidente, comme si je décris une situation en disant il est frustré, il lui crie dessus, un truc du genre, je mettais entre guillemets, entre parenthèses, mais ça va pas bien, non? Donc je dis tu le dis, vas-y, joue-le, ça va pas bien, non? Et là maintenant tu refais cette musique-là, mais avec l'intention, le ton, et tu mets ce que tu veux comme son. Donc chacun a son borborigme, chacun sait exactement ce qu'il raconte, et chacun peut développer en cours de répétition, parce que c'est très inspirant en réalité de ne pas avoir de mots. Oui. Ça donne plein d'idées, et donc si ça rentre dans l'histoire, si ça ne sort pas de l'histoire, si ça rentre, si ça développe le personnage, moi je prends, mais ils ont vraiment une trajectoire très claire. On va d'un point A à un point B, le lundi on va de là à là, le mardi de là à là, c'est très prédéfini quand même. Et même, d'ailleurs, les sons ont été faits avant les répétitions. C'est-à-dire qu'ils savent que, quand ils vont appuyer sur tel bouton, ça va faire tel son. Merci. Les sons étaient déjà préparés avant même que les répétitions commencent. Absolument, sur tous les spectacles. Les sons, les musiques. Donc, c'était vraiment très, très écrit, alors. Ouais. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous. Merci pour ces questions. Et bonne reprise théâtrale. Oui, bientôt. Ah, bravo. Bonne chance à vous, alors. Alors, merci beaucoup, Yves Leca. Nous allons prendre maintenant, on se croirait là dans un jeu. On va prendre Florence Laverne. Vous êtes là, Florence? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actrice et metteur en scène, fraîchement, mais peut-être provisoirement reconvertie dans l'éducation. Oui. Vous avez vu Le Banquet et Open Space. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Mathilda? J'aimerais lui poser une question sur le choix de ces comédiens. Moi, je trouve que dans les deux pièces, sont des comédiens très talentueux, que je trouve tous exceptionnels. Mm-hmm. Et ce sont des comédiens peu connus. Ouais. Et je voudrais savoir si c'est un choix, une volonté de votre part. Alors oui et non. Moi, j'ai auditionné tout ce que j'ai pu sur le premier spectacle, tous ceux qui étaient d'accord, parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient pas d'accord pour auditionner pour moi, vu que j'avais absolument pas fait de mise en scène avant. Donc il y avait des méfiants, il y avait des gens qui venaient quand même, mais ils étaient tellement suspicieux que on n'arrivait à rien. Et il y avait des gens un petit peu connus qui sont venus auditionner gentiment. Lou Denis et Lyon, par exemple, qui est dans Open Space, était déjà quand même sur M6
M6 avec la série, Oui. tout. Oui. Donc il est venu et lui, il s'est vraiment donné en audition. J'ai trouvé ça super. Donc j'avais pas choisi forcément qu'il soit pas connu, mais j'ai adoré découvrir des gens et faire découvrir des talents. Après, j'ai beaucoup travaillé sur c'est vraiment un travail très précis, justement parce qu'il n'y a pas de mots. Le moindre geste, c'est au millimètre près. Tout est très travaillé, développé, tout prend sens. D'autant plus qu'il n'y a pas de mots. Le moindre geste, le moindre temps, tout devient très important. Et ça, c'est fantastique de travailler en ayant cette capacité de pouvoir jouer du moindre geste. Florence Laverne, quand je vous ai contacté pour cette émission, je ne me doutais pas que vous aviez un lien artistique avec Mathilde Damé. J'aimerais bien que vous nous racontiez cette anecdote. Ça, c'est une anecdote et c'est un lien vraiment un petit peu éloigné. Une des dernières pièces que j'ai jouées, c'était une pièce de Victor Haïm qui s'appelle Jeu de scène. D'accord. Et voilà. Et c'est moi, c'est ce qui m'a poussée aussi à écrire, c'est de constater qu'il y avait très peu de rôles pour des femmes passées un certain âge, passées 40 ans. Et je sais qu'avec la comédienne avec qui nous avions cherché un texte justement pour 2 femmes, c'est Jeux de scène qui avait retenu notre attention. Puis c'est vraiment quelque chose qui parle de notre métier, de répétition, de théâtre, etc. C'est un texte magnifique. Et j'ai perdu le fil en fait. Et voilà, c'était c'est le lien, le lien. Mais le père de Mathilda n'était pas venu à Toulouse ? Si, il était venu. Ah, vous l'avez rencontré donc. Oui. Bon. Il était venu faire une lecture de ses textes. Voilà, c'était une très belle rencontre. D'accord. Merci beaucoup, Florence Lavergne. Merci. À bientôt. On va prendre Régent Mourleva maintenant. Bonjour, Régent. Bonjour. Vous travaillez une voix tonique à 1h30 du matin. Ça fait du bien. Vous travaillez dans le son, vous êtes réalisateur sonore, mixeur, beaucoup de choses. Chouette. Est-ce que vous avez une question à poser à Mathilde Damé ? Oui, donc là j'ai découvert son travail que je ne connaissais pas du tout, c'était une belle surprise, surtout Open Space. Et en fait, je suis fan de burlesque en général. Et c'est vrai que souvent le burlesque, ça repose beaucoup sur le silence, le temps. Le plus souvent, et là, ce qui m'a intéressé, c'est que, à l'inverse, dans Open Space, en fait, le bruit des gens est un peu constant. Enfin, il y a toute l'interaction sonore. Et j'ai pas vu en entier le banquet. J'ai juste commencé de le regarder. Je vais finir. Il faut le regarder d'un trait parce que sinon on perd le. Et j'ai vu que c'est comme les mariages. Il y avait un développement qui s'était fait. Moi, la question, c'était celle de la genèse de ce travail, en fait, savoir qu'est-ce qui vous avait amené à comme passionné pour le son, développer ce travail-là, plus que les influences, en fait, savoir quel a été le déclic. D'où ça vient? Ça vient que j'ai une oreille, j'entends tout le temps, et que c'est plutôt une souffrance. Tant que j'en fais pas quelque chose, c'est là, et c'est encombrant. Donc, je me suis dit que les sons étaient drôles. En fait, les sons sont drôles quand on entend l'oreille. Il y a une puissance comique, je trouve, dans le son. Et puis, vous le savez aussi bien que moi, je suppose, mais il suffit de 2 dB supplémentaires pour qu'un son devienne drôle. Une chasse d'eau, par exemple, dans Open Space, 2 dB moins, c'est plus drôle, ça devient juste une chasse d'eau normale. Donc c'est très intéressant de voir l'impact en fait, et surtout la force évocatrice du son. Je trouve que l'image s'arrête à ce qu'on voit, alors que l'évocation sonore est infinie, puisque c'est tout ce qu'on imagine. Donc je trouve qu'il y a une profondeur dans le champ lexical du son qu'il n'y a pas avec l'image. On ne se rend pas compte en réalité quand on regarde un film l'impact du son et à quel point le son fait tout le travail. C'est-à-dire on croit que c'est l'image qui nous raconte, mais le son apporte la tension quand il y en a pas vraiment dans l'image, apporte l'anxiété, apporte des tas de sentiments en fait qui sont inépuisable et infini, et c'est un travail qui est pas tellement fait au théâtre, le sound design. Et moi j'ai adoré spatialiser le son sur scène, mixer vraiment dans chaque salle. J'étais présente pour faire vraiment un mix sur chaque salle et travailler sur
l'évocation sonore est comme un voyage immersif. Merci beaucoup, Régent. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mathilde Damet, je ne sais pas si vous le savez, mais Jean Nouvel, l'architecte, dans son immense cabinet d'architecte, il a un philosophe qu'il emploie à heure ouvrée. Ah bon ? Il y a toujours un philosophe avec lui pour que... je vais faire ça un jour, si je suis riche. Je vais avoir un philosophe en permanence à côté. Mais en fait, s'il dit ça, c'est parce que... c'est que parfois on perd le cap qu'on s'était fixé et qu'un philosophe peut ramener. Mais pourquoi, Jean Nouvel, exactement faites-vous cet immeuble ou ce bâtiment ? Est-ce que vous avez un confident, une confidente, quelqu'un avec qui sur lequel vous pouvez éventuellement tester les choses ? Je suis souvent seule, en fait, dans mes réflexions artistiques. Et je crois que au départ, en tout cas, quand la chose doit naître, je crois qu'il faut cette solitude pour aller au bout de soi-même, au bout de ce qu'on veut raconter et au bout de l'inspiration, et surtout ne pas interrompre l'inspiration trop tôt en la mettant en rapport avec un regard extérieur. Faut faire attention quand on se lance dans l'écriture d'un projet un peu atypique, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Il faut le protéger parce que le donner à voir trop tôt, c'est risquer de l'abîmer, de le critiquer alors qu'il n'est pas fini, qu'il n'est pas encore... Et moi, je repasse beaucoup sur l'écriture. Là, mon prochain projet, j'en suis à ma V13. Je repasse. Ça se développe continuellement. Donc, j'ai pas vraiment de confident. Bon, il y a la personne avec qui je partage ma vie, bien sûr, qui est très cliente de ce que je fais, donc je lui raconte, mais il n'a pas toujours été présent dans ma vie, et je crois que sur le moment de la fabrication, par exemple, d'un spectacle, je suis très proche de toutes les personnes de l'équipe, et donc je parle à tout le monde, et on partage vraiment beaucoup de confidences sur la faisabilité de telle et telle chose, comment on pourrait y arriver, comment on réfléchit ensemble, on se mélange, on mélange nos imaginaires pour arriver à produire quelque chose. Sur Fréquence Protestante, Nuit Blanche. Il y a du Dr. Jekyll and Mr. Hyde en chacun de nous. Qu'est-ce qu'il y a de Monsieur X en vous ? C'est pas parce que vous avez écrit un personnage d'homme et que vous êtes une femme et qu'il a 25 ans de plus que vous qu'il n'y a pas, à mon avis, d'incroyables correspondances. C'est la vie d'artiste. En réalité, ce que j'ai voulu raconter avec Monsieur X, c'est justement cette solitude dont je parlais juste avant, qui est propice à la création. Je crois pas que ce soit tout à fait possible d'aller au bout de sa création et de son idée dans l'écriture, en tout cas dans le processus d'écriture, en étant dérangé par justement le brouhaha dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'il faut un isolement, et cet isolement, il est beau. C'est un isolement parce que la solitude dans nos sociétés est condamnée, systématiquement, quasiment. Elle est même fuie, elle est même stigmatisée. Elle est stigmatisée, et puis elle est fuie dès le départ par des parents anxieux, que leurs enfants s'ennuient et qui remplissent leur planning, et donc les enfants n'apprennent même plus à les bénéfices en fait de la solitude. Moi, je me souviens des moments d'ennui dans mon enfance, et je crois que c'est là que cet ennui, a priori ce vide, donne lieu au développement de l'imagination. Donc cette solitude, moi j'ai essayé par Monsieur X de aussi montrer la joie de ma solitude, c'est-à-dire à quel point l'artiste peut tout à coup transcender n'importe quel petit objet du quotidien en quelque chose et lui donner sens ou lui donner vie. Mais il est bien connu que l'ennui porte conseil, pas juste la nuit. Alors il y a une quatrième question pour vous, mais à cause du décalage horaire, on a été obligé de l'enregistrer. Howdy, Matilda. This is Bella Parton on the phone. And I've heard so much from my friends of mine in Paris that your play, Le Banquet, not sure I pronounced that right, but I heard it was real something. And my friends,
They just adored it. And amazing enough, are still married after seeing your show. And people, just being people. But the reason why I'm calling you today is because I'm so thrilled that you chose to use my music. Not just one, but 8 of my songs. Especially one of my favorite songs of all time. And close to my heart. 9 to 5. Shucks, that song has more lives than a cat. And it was my first movie I did in the 1980s. With that Marilyn hairdo. And I was a newbie. And at the time I could tell you, I sure did my dolly thing. So I thank you, sweet darling, for sharing my music. And please drop by next time you're in Nashville. Elle est vraiment super sympa, cette Dolly Parton. Oh, c'est une blague. C'est une Ça blague. me fait beaucoup de peine que vous pensiez que ça puisse être une blague, Mathilde Amé. Mais enfin, vous vous rendez compte ou pas? Non, mais c'est foufou si c'est vraiment elle. Avec Facebook, vous êtes complètement dingo. On peut trouver tout le monde. Oh non, Dolly Parton. Non, Non, c'est une comédienne. Oh wow, Mais her j'ai quand même- accent is so perfect. She knows how to do this. Mais vous avez été troublé quand même. J'ai été troublée parce qu'elle a l'accent et la voix. Oh la vache. Alors, je vais décliner l'identité de cette comédienne, Bah oui. mais évidemment, cette question, c'était pour parler de l'importance de la musique dans votre travail. Parce que quand on fait des pièces sans mots, paradoxalement, l'importance de la musique est décuplée. Bien sûr, et puis même, moi j'aborde la parole, je la transforme et je la musicalise. En réalité, le borborigme, c'est une transformation du langage parlé en musique. Quand dans Open Space, ils décrochent, ils font une musique que tout le monde reconnaît, et c'est pour ça que ça fait rire à chaque fois. J'étais chamalon, cette musique du standardiste ou de la standardiste qui décroche, c'est de la musique. Donc j'adore transformer cette parole en musique. Donc oui, pour moi, tout est musique en vrai. Alors, on va rendre à César ce qui appartient à César et on va rendre à Stacy ce qui appartient à Dolly, ou l'inverse. La comédienne, c'est Stacy DeVorzon, qui est une comédienne américaine qui est née à Beverly Hills, en Californie, et on peut la voir dans un film qui a été nominé aux Oscars cette année en meilleur film étranger, qui s'appelle The Man Who Sold His Skin, avec Monica Bellucci. Voilà, et on a pu aussi la voir dans Scène de ménage. Extra. Ouais, merci, c'est rigolo. J'y ai cru, hein. Je me suis fait avoir. Est-ce que on peut profiter de ces dernières minutes avec vous, Mathilde Amé, pour lire quelques textes Oui. que Je chausse mes lunettes. que j'ai choisis Ouais. parce que je sentais au fond de moi qu'il y avait des résonances avec vous. Alors, à tort ou à raison, vous voulez commencer par Colette ? Ah oui, et là, je trouve qu'effectivement, tiens. Ah, pardon. C'est mon téléphone qui sonne. This is Dolly Parton on the phone. Alors, donc, oui, effectivement, le texte de Colette, je le trouve très, très parlant pour moi. On a l'impression qu'il a été écrit pour moi, tellement c'est exactement ce que je ressens. C'est fou. Alors, je le lis. Moi, c'est mon corps qui pense. Il est plus intelligent que mon cerveau. Il ressent plus finement, plus complètement que mon cerveau. Quand mon corps pense, tout le reste se tait. À ces moments-là, toute ma peau a une âme. Voilà, Colette. Donc, La retraite sentimentale qui a été écrite en 1907. C'est d'une simplicité, d'une précision, d'une clarté. C'est vraiment très simple et très, très fort. En tout cas, ça me parle beaucoup. Mauvais souvenir cinéma pour vous, mais bon souvenir pour vous de vous être plongé dans l'œuvre de Colette pour le tournage du film. Oui, exactement. On passe à Kundera, Philippe Meuret, ce que vous voulez. Alors, Philippe Meuret, oui, effectivement, bravo pour ces choix de textes qui sont effectivement très proches de ma vision, et celui-là, particulièrement. L'art ou la littérature sont les uniques manières de hanter efficacement un lieu. Une montagne, quelques maisons dans les lointains, une prairie, une forêt, une flambée de soleil sur la mer ne sont, comme nos corps, comme nos existences, que des illusions d'optique plus ou moins charmantes, du moment qu'elles n'ont pas été décrites, peintes, animées. Disons qu'elles comptent pour ce qu'elles sont, des choses simplement. Mais on ne s'arrache pas à la matière comme ça, on ne quitte pas la mer éternelle sans effort, il faut le frémissement de l'art pour donner des ailes.
je crois en un projet créateur et que l'univers est comme une tapisserie dont nous ne voyons que l'envers. Philippe Murray. Ça, c'est le désaccord parfait. Et c'est vraiment... J'aurais aimé écrire ça. Ça suscite en moi 2 questions, puisqu'il parle de lieux. Est-ce que vous avez 2-3 lieux de prédilection ? Il y a des lieux où je me sens en accord avec ma joie intérieure, parce que j'ai beaucoup de joie en moi. Et c'est marrant, vous dites ça comme si on devait en douter. Non, j'ai beaucoup de joie en moi, mais parce que c'est pas si fréquent. Il y a beaucoup de gens qui ont plus de souffrance que de joie en eux. Je crois qu'il y a plus de gens qui ont de souffrance en eux que de joie. Enfin, c'est pas incompatible, vous me direz, on peut avoir les deux. Bon, moi j'ai énormément un potentiel de jubilation qui est énorme. Et il y a un endroit où je me sens vraiment en harmonie avec mon monde intérieur, c'est Rio de Janeiro. Rio, il y a quelque chose d'abord d'euphorisant musicalement. Il y a tellement de musique partout. Bon, voilà, ça c'est un endroit où je me sens bien. Bali, je me sens très bien là-bas aussi. Il y a quelque chose dans l'art de vivre et dans le lien, le rapport à l'autre, le respect qui me touche beaucoup aussi. Et la deuxième question, c'est qu'en fait, à demi-mot, là, Philippe Murray dit aussi que les artistes ont aussi une responsabilité à donner une âme à ces lieux-là. C'est comme ça aussi que je le comprends. Oui, c'est-à-dire que l'art révèle aussi la beauté du monde. L'art ne fait pas que décrire, un peintre ne fait pas que reproduire, un peintre transcende ce lieu et le rend, le magnifie aux yeux de ceux qui regardent l'œuvre. C'est-à-dire que peut-être que si Van Gogh n'avait pas peint ses champs, peut-être qu'on les aurait pas vus de la même manière. Peut-être que si Pina Bausch n'avait pas fait le Sacre du Printemps, ce ballet extraordinaire, peut-être que cette musique n'aurait pas vibré à ce point. Peut-être que, vous voyez, peut-être que certains paysages filmés par certains grands réalisateurs n'auraient peut-être pas la dimension onirique, la dimension spirituelle, la dimension dramatique, la dimension puissante que Werner Herzog peut donner à un paysage dans un de ses films. Je crois que... Et puis le corps, la danse, quelle invention incroyable pour montrer la magie d'un corps que la danse. Toute œuvre d'art devient presque un outil de transmission, en fait. Oui, un outil de transmission et un merveilleux lien, entre les personnes qui peuvent se rendre compte lorsqu'ils regardent ensemble une œuvre d'art, lorsqu'ils vivent ensemble un moment artistique, qu'ils ont beaucoup plus de points communs que de divergences, par exemple. Un troisième texte ? Alors, lequel ? Ah oui, un texte de Romain Gary. Extrait de Gros câlin. Alors, moi aussi, j'aurais voulu être quelqu'un d'autre. J'aurais voulu être moi-même. Il y a des cas. Peut-être qu'ils entendaient une musique intérieure formidable avec caisse, violon et percussions, et ils voulaient le faire écouter au monde entier dans un but de générosité, mais il faut un public, des amateurs, de l'attention et des moyens d'expression. Les gens n'aiment pas s'habiller et se déranger pour rien. C'est ce que on appelle justement de concert. La musique à l'intérieur est une chose qui a besoin d'aide extérieure, sans quoi elle fait un bruit infernal parce que personne ne l'entend. Cette dernière phrase me parle particulièrement. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que j'entends tout et que c'est encombrant si je n'en fais rien. Quand je suis venu voir Le Banquet au Théâtre de l'Atelier... Au Théâtre de Paris, vous voulez dire ? Parce que c'était Monsieur X au Théâtre de l'Atelier. Quand je suis allé voir Monsieur X au Théâtre de l'Atelier, il est presque 2h du matin. Je vous ai vu vous installer tout au fond de la pièce, tout au fond de la salle. Et là, j'ai pris conscience, en fait, de ce qu'était un regard omniscient, en fait. C'est-à-dire que... Bon, là, il y avait un seul personnage sur scène, mais sur vos autres créations, il y en avait beaucoup. Et donc, c'est Deus ex machina, quoi. Chef d'orchestre, de concert. Ouais, peut-être. Mais je me sens pas chef. Je me sens plutôt
partie intégrante de quelque chose qui est fragile, parce que l'art du théâtre est un art éphémère, est un art dangereux. Moi, je fais en plus des spectacles à haut risque, avec des effets spéciaux, de la technique. Il y a des difficultés pour tout le monde sur ce spectacle, Monsieur X, pour les gens en régie. Le son, il y a 300 top sons. Donc, je suis là à veiller que tout s'accorde. Et puis, quand il y a un petit désaccord, on essaie de trouver pourquoi et on s'arrange. C'est un travail, quoi. Sur Fréquence Protestante, Nuit Blanche. Hermann Hesse ou Milan Kundera? Siddhartha Hermann Hesse, 1925. Quand je pense qu'il m'a fallu passer par tant de sottises, par tant de vices, d'erreurs, de dégoûts, de désillusions et de misère pour en arriver à n'être plus qu'un enfant et à tout recommencer. Mais c'était pour mon bien. Mon corps me le dit et la joie qui est dans mes yeux me le dit aussi. Il m'a fallu vivre dans le désespoir, m'avilir jusqu'à la plus lâche des pensées, celle du suicide, pour obtenir mon pardon, entendre de nouveau hum, goûter le vrai sommeil et le vrai réveil. Il m'a fallu passer par la folie pour arriver jusqu'à Atman. Il m'a fallu succomber au péché pour renaître à la vie. Où la route que je suis me conduira-t-elle? N'est-elle pas absurde, cette route? Ne mène-t-elle pas en courbe, peut-être même en cercle? Qu'elle soit comme elle voudra, je la suivrai. Il se sentait gonflé d'une joie indicible. C'est marrant cette idée, ouais, effectivement, de l'éternel recommencement, de la renaissance. C'est une chose tout à fait possible dans une vie. Moi, j'ai eu l'impression d'être né à nouveau plusieurs fois, et c'est un sentiment effectivement d'une grande joie. Vous voulez bien nous lire les quelques lignes d'un acteur? Alors, je vais donc lire les mots d'un acteur inconnu. D'un acteur inconnu, d'accord. Le voilà mon malheur. Je n'ai pas eu d'origine modeste, moi de coups de pied dans le cul, de fin de mois difficile. Je n'ai pas été conduit au commissariat parce que j'avais piqué l'orange du marchand, mais non. J'irais tranquillement d'une pelouse à l'autre, à la poursuite d'une balle, me promenais d'un salon à l'autre en sirotant du thé. Et me prélassais délicieusement sur les genoux d'une dame que l'on me présentait. C'était affreux. J'envie ces acteurs avec leur passé maudit, leur enfance misérable. Je sais qui c'est. J'ai reconnu en le lisant. C'est Pierre Richard. Bravo. Ouais, je reconnais là son style et puis son histoire. C'est super, hein, en fait. C'est vertigineux aussi ce qu'il écrit. Parce qu'il y a toujours cette idée-là de on deviendra celui qu'on n'était pas, forcément. La vie est une grande bascule et effectivement, quand tout est donné presque à la naissance, pour certains, la bascule est plus dure. Tout, enfin, le confort matériel ne fait pas tout. Hein. Je pense que Pierre a beaucoup de pudeur. Mon sentiment, mais ce n'est que le mien, est qu'il a une enfance difficile et que c'est pas le fait d'avoir une enfance, confortable au sens matériel du terme que ça préserve d'autres malheurs. Il y a des enfants qui n'ont pas de biens matériels et qui sont choyés, avec amour, puis d'autres qui se retrouvent dans des châteaux tout seuls. Enfin, c'est pas non plus là. C'est pas. Mais il y a une forme de culpabilité clairement là, visiblement, mais il le transforme en quelque chose de drôle, comme il sait faire. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année de sortie de Monsieur X, Madonna a sorti un album qui s'appelait Madame X. Mais oui, on m'a dit ça. Alors je dis non, mais je renoncerai pas à mon titre. Vous vouliez que ce soit elle qui renonce? Non. Ni l'un ni l'autre, je pensais que les deux pouvaient cohabiter. Mais je trouvais ça génial, cette rencontre au sommet, votre modestie dut-elle en souffrir. Voilà, cette idée-là, qu'il y a aussi cette infinité de destin, quoi. Vous auriez très bien pu être Madonna, elle aurait très bien pu être metteur en scène de théâtre. Je sais pas, j'ai pas fait de parallèle entre sa vie et la mienne, je crois qu'elle a... Ce que je veux dire, c'est que la création est imprévisible. Une ambition immense. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir une ambition immense. J'ai un désir très fort de partage et d'embarquer des gens
oui, beaucoup de gens. J'ai envie d'embarquer beaucoup de gens. Je dis pas que j'ai envie de faire des spectacles qui sont vus par peu de gens. Mais j'ai pas cette ambition à l'américaine aussi, qui est une culture du succès et d'être adulé et d'être une star. J'ai jamais pensé comme ça, moi. Un questionnaire autour de la virtualité. Qui pensez-vous que vous étiez avant votre naissance ? Je pense que j'étais un animal. J'éprouve une tendresse infinie pour les animaux au sens large. J'admire énormément les gens qui arrivent à rentrer en dialogue, en communion avec les animaux. Donc je pense que peut-être j'ai été un animal et que peut-être je redeviendrai un animal après. Y a-t-il une lettre que vous avez écrite mais que vous n'avez pas envoyée ? Plein. Mon ordinateur est rempli de lettres, des lettres, surtout les frustrations, les choses non accomplies, les choses qui n'ont pas été faites. Par exemple, moi, je suis très rigoureuse dans le travail. Et je déteste quand les choses traînent ou quand les choses sont pas accomplies en temps et en heure et tout. Et donc, il y a plein de lettres de reproches que j'ai finalement pas envoyées parce que les choses ont fini par se faire. Mais parfois, il y a des délais qui sont relous. Et donc, j'ai fait plein de lettres comme ça, des tas de gens avec qui j'ai travaillé en disant mais pourquoi ça n'est pas été fait et tout. Bon, aujourd'hui, elles ont eu le mérite de loger la frustration quelque part et de pouvoir passer à autre chose. C'est bien d'écrire des lettres, même si on les envoie pas. C'est dans VO, je crois que vous citez Prince, où vous dites que, en fait, il dit que le génie ne doit pas servir de prétexte pour ne pas travailler. Ah bah, lui en est la preuve, j'allais dire vivante, mais enfin, il a bien démontré. Tout le monde parlait de lui en génie, le génie, mais et Charlie Chaplin aussi, tout le monde a dit ce génie, mais ce sont des gens qui ont travaillé corps et âme H24 sans répit. Donc même la nuit. Oui. Est-ce que vous êtes déjà allé, Mathilde Amé, dans un aéroport ou une gare, vous demandez un billet pour le prochain vol ou le prochain train, sans savoir où il vous mène, et vous allez jusqu'au bout de cette démarche ? Non, j'ai jamais fait ça. Mais peut-être qu'un jour je ferai ça. C'est marrant d'ailleurs d'avoir jamais fait ça. C'est un truc chouette de se dire tiens, je prends un billet n'importe où, j'y vais. Ça m'est jamais venu à l'idée. Peut-être que j'ai pas assez de... Je suis trop sage, je sais pas. Peut-être ma folie, je la mets que dans mes spectacles. Paul McCartney a dit très récemment que quand il composait des nouveaux titres, il demandait encore son avis à John Lennon. Et qui parfois il entendait une réponse. Est-ce que il y a un mort avec qui vous dialoguez ? Non, je dialogue pas avec les morts, mais je peux avoir en tête des phrases ou des modes de vie. Par exemple, la façon dont Prince s'est dédié à son art, elle est inscrite en moi. Cette vision de l'art et cette exigence-là, elle est inscrite en moi. Donc, finalement, d'une certaine manière, il est toujours présent en moi. Mais je ne le questionne pas directement. Il influe sur ma façon de faire. Est-ce qu'il y a une question dont vous vous demandez encore comment aucun journaliste n'ait pu vous la poser, ne pas vous la poser? Ouais. Je pense que les journalistes sont un peu, limités aussi par le cadre dans lequel ils opèrent. Donc, ils peuvent pas non plus... Moi, je trouve qu'il y a plutôt des journalistes qui posent des questions qu'ils n'oseraient pas poser dans la vraie vie à des gens, qui sont parfois intrusives. Mais je me suis pas dit, je rêverais qu'on me pose cette question-là. Je n'attends pas qu'on me pose des questions forcément pour parler de certaines choses. Imaginons qu'il y ait le feu chez vous et que les pompiers vous donnent 1 minute. Quels sont les 2-3 objets que vous allez chercher en priorité? En premier, mon ordinateur, parce que j'ai tous mes projets, j'ai tous mes rêves, mes pièces, mes spectacles futurs, mes ébauches d'idées, etc. Donc, c'est ça en premier, je pense. Ensuite, je
sais pas. J'ai pas de biens matériels si précieux en réalité. Je me dis pas, il faut absolument. À une époque, j'aurais dit mes disques, mais bon, ils sont dans mon portable. Ça va. Je vois une pas photo un objet. Non, les photos maintenant elles sont en numérique. Non, il y a un tableau que j'aime beaucoup, qui est un arbre, un très bel arbre qui est peint avec du béton. C'est assez beau chez moi. Peut-être je prendrais ça. C'est mon seul objet que je trouve pas tellement remplaçable. Merci beaucoup Mathilde Amé d'avoir passé ce moment nocturne avec nous. Merci Pierre, merci à vous. À bientôt. Et bonne nuit. Bonne nuit. Sur Fréquence Protestante, Nuit Blanche.